Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur les empathes blessés. Pas les coachs, pas les thérapeutes bien intentionnés, pas les articles de développement personnel qui te promettent que tu vas guérir et rayonner. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que certains d'entre eux ne guérissent pas, ils se transforment. Et cette transformation-là, elle n'a rien de lumineux. Pas au début, pas dans les premières heures de ce processus silencieux qui commence bien avant qu'on lui donne un nom. Peut être que tu t'es déjà reconnu dans ce mot, empathe. Peut être que quelqu'un te l'a dit, comme si c'était une révélation, comme si enfin on te donnait le mot juste pour quelque chose que tu portais depuis toujours sans pouvoir le nommer. Peut être que tu l'as découvert seul, un soir, en lisant quelque chose qui décrivait exactement ce que tu ressens depuis l'enfance. Cette façon de traverser une pièce et de sentir immédiatement la tension entre deux personnes. Cette façon d'absorber l'humeur de quelqu'un comme une éponge absorbe l'eau, sans effort, sans choix, presque malgré toi. Cette façon de souffrir pour les autres, parfois bien plus que pour toi-même. Tu as peu être trouvé ça beau, ou du moins, tu t'es dit que c'était une qualité, un don rare, quelque chose qui te distinguait. Mais aujourd'hui, je veux te parler de ce qui arrive quand ce don rencontre trop de douleur, trop de trahison, trop d'ingratitude, trop de gens qui ont pris sans jamais rien donner en retour. Je veux te parler de ce qui se passe dans le noir, dans cet endroit de toi que tu n'examines pas souvent parce que tu as peur de ce que tu y trouverais. Et je te préviens dès maintenant, cette exploration ne va pas te dire que tout va bien, elle ne va pas te bercer, elle va peut-être te déranger. Et c'est exactement pour ça qu'il faut que tu restes jusqu'au bout. Imagine quelqu'un que tu connais peut être, ou quelqu'un que tu es. Il ou elle a grandi dans un foyer où les émotions n'étaient pas dites, elles étaient senties, où la tension du dimanche soir se lisait dans la façon dont une assiette était posée sur la table, où il fallait déchiffrer les humeurs des adultes avant même de savoir déchiffrer les mots écrits dans les livres d'école. Petit être humain de 6, 7 ans, déjà spécialiste en lecture de visage, déjà expert en détection du danger émotionnel. Ce n'était pas un don, c'était une stratégie de survie. Le corps apprend ce dont il a besoin pour traverser. Et si ce dont tu avais besoin pour traverser ton enfance, c'était de ressentir les autres avant même qu'ils parlent, alors ton système nerveux s'est adapté. Il est devenu une antenne hypersensible, hypervigilante, toujours en éveil, toujours à l'écoute. Et puis tu as grandi, tu es sorti de ce foyer. Tu t'es dit, consciemment ou pas, que ce chapitre était terminé, que maintenant tu pouvais choisir les gens qui t'entourent, que tu n'aurais plus jamais à surveiller les visages avec cette anxiété sourde dans la poitrine. Mais l'antenne, elle ne s'est pas éteinte, elle t'a suivi. Elle est toujours là, elle capte tous les non-dits dans les amitiés, la froideur soudaine d'un partenaire, la douleur que quelqu'un dissimule derrière un sourire en réunion. Et toi, tu ressentais tout ça et tu y répondais. Tu aidais, tu consolais, tu absorbais, parce que c'est ce que tu avais toujours fait, parce que c'était le seul langage que ton corps connaissait vraiment. Et pendant longtemps, ça fonctionnait, ou du moins, ça ressemblait à quelque chose qui fonctionnait, jusqu'au jour où quelqu'un, ou plusieurs personnes, a pris tout ce que tu donnais et s'en est allé, sans gratitude, sans reconnaissance, parfois même en te faisant du mal au passage, comme si ta générosité était une faiblesse à exploiter plutôt qu'une force à honorer. Et là, quelque chose en toi s'est fissuré, pas fracturé d'un coup. Non, c'était plus insidieux que ça, une fissure fine, presque invisible,
Mais les fissures fines, si on ne les regarde pas, finissent par traverser le mur de part en part. Arrête-toi une seconde, respire, sens ce que ces mots font en toi. Je veux que tu te poses une question, et je te demande de ne pas répondre trop vite, parce que la première réponse qui vient n'est presque jamais la vraie. Est-ce que tu ressens encore les autres comme avant? Pas. Est-ce que tu es encore gentil? Pas. Est-ce que tu aides encore les gens? Je te demande autre chose, quelque chose de plus précis, de plus intime. Est-ce que tu ressens encore? Vraiment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de légèrement engourdi quelque part? Quelque chose que tu as choisi d'appeler maturité, recul ou protection? Parce que l'autre mot, celui que tu ne veux pas te donner, te fait peur? Laisse cette question exister sans la résoudre. Elle mérite de rester ouverte un moment. Voici ce que j'observe, et peut être que tu l'as observé aussi, dans ta propre vie ou dans celle de quelqu'un que tu as aimé. Les empathes blessés ne deviennent pas simplement tristes. Ils ne deviennent pas simplement fermés. Il se passe quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus étrange, quelque chose que personne ne décrit vraiment avec précision. Certains d'entre eux commencent à utiliser leurs dons à l'envers. Ils continuent à lire les gens parfaitement, avec une précision chirurgicale. Mais au lieu que cette lecture soit au service de la connexion, elle devient au service de quelque chose d'autre, de plus froid. Ils commencent à voir les vulnérabilités des gens et à s'en méfier, ou pire, à s'en éloigner avant même que la relation ne commence, ou, dans les cas les plus sombres, à les utiliser. Pas parce qu'ils sont devenus mauvais, mais parce qu'ils ont appris. Ils ont appris que leur sensibilité était dangereuse. Alors, ils l'ont mise dans une cage. Et dans cette cage, quelque chose a muté. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui était visiblement, fondamentalement, quelqu'un de profondément sensible et qui se comportait pourtant avec une froideur désarmante, qui semblait parfaitement capable de te comprendre et qui choisissait néanmoins de ne rien faire de cette compréhension? Il y a un nom pour ce que certains empathes deviennent quand ils ont été trop blessés. Mais avant de te le dire, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans le souterrain. Il existe une image que j'ai toujours trouvée perturbante. Imagine une maison, belle de l'extérieur, ordonnée, présentable. Mais sous cette maison, il y a une cave. Et dans cette cave, des années de choses qu'on n'a pas voulu regarder, des émotions non traitées, des colères ravalées, des deuils jamais faits, des besoins niés, tout ce qu'on a mis là parce que c'était trop lourd à porter à la lumière du jour. La plupart des gens ont cette cave, mais chez l'empathe blessé, cette cave est particulière parce qu'il n'y a pas seulement ses émotions à lui, il y a aussi toutes celles qu'il a absorbées des autres pendant des années sans jamais les digérer. Les chagrins de sa mère, la colère de son père, la honte de son meilleur ami, la peur de son partenaire. Il les a prises, il les a portées. Il a cru qu'elles étaient les siennes. Et un jour, la cave est pleine, il n'y a plus de place. Et les portes qui séparaient la cave du reste de la maison commencent à grincer. Ce qui vit dans cette cave, cette partie sombre, refoulée, jamais regardée en face, cherche à remonter, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'une émotion niée n'attend pas indéfiniment. Elle attend que tu aies le dos tourné. Il était une femme prénommée Isabelle, 52 ans, psychologue scolaire depuis près de 2 décennies. Sa vie professionnelle ressemblait à une vocation. Elle était connue dans son établissement pour sa capacité extraordinaire à sentir quand un adolescent traversait quelque chose de difficile, parfois avant même que l'enfant lui-même en soit conscient.
Les collègues l'appelaient « celle qui sait ». Les élèves venaient frapper à sa porte à des heures impossibles, et elle ouvrait, toujours. Elle avait grandi dans une famille où son père souffrait d'une dépression chronique, jamais nommée, jamais traitée, juste présente, comme un brouillard permanent. Isabelle avait appris très jeune à réguler l'atmosphère familiale, à dire les mots justes, à sourire au bon moment, à disparaître quand il le fallait. Elle n'avait jamais appelé ça autrement que être attentive aux autres. Pendant des années, cette attention avait été sa force, mais au fil des mois, quelque chose avait commencé à se contracter dans sa poitrine, une pression sourde, juste sous le sternum, qui apparaissait chaque matin avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Elle l'ignorait. Elle avait développé un talent particulier pour ignorer ses propres signaux corporels, tout en étant exquisement à l'écoute de ceux des autres. Un soir de novembre, après une journée particulièrement épuisante, une jeune collègue à qui elle avait consacré des heures de soutien au cours des dernières semaines lui dit, avec une légèreté déconcertante, « Tu sais, tu es toujours là pour tout le monde, mais j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment besoin de grand-chose, toi. » Isabelle sourit, rentra chez elle,